Bienvenue à Éco-Réno. Lorsqu'on va sur le web pour trouver des bonnes idées de récupération, surtout d'objets patrimoniaux, plusieurs de ces idées-là sont associées au jardin, au jardinage. C'est le cas de l'objet qu'on vous suggère cette semaine. On va trouver une belle fenêtre patrimoniale. On va aussi avoir besoin de bois, qui ne sera pas nécessairement du bois de récupération. On verra pourquoi plus tard. Puis avec tout ça, on va produire une très belle serre. Pour le projet de mini-serre, on a besoin de trouver une fenêtre juste la bonne dimension, en très bon état, avec aucune fenêtre de brisée. À l'éco-chantier de Saint-Pascal, il y a un très gros inventaire de fenêtres. On va avoir un coup de main de la part d'Isabelle, qui est responsable de l'éco-chantier. Bonjour Isabelle. Bonjour François. Veux-tu nous aider à faire le tour de ton inventaire et à trouver la fenêtre parfaite pour notre projet? Oui, je vais vous aider, puis ça va nous faire plaisir. Hey Isabelle, on a trouvé quelque chose qui est vraiment intéressant dans le format. Tout à fait, oui. Les fenêtres sont en parfait état. Ça va être très bon pour le projet de mini-serre. J'ai vu que tu as vraiment beaucoup de ce type de belles fenêtres-là en inventaire. Quelqu'un pourrait se lancer sur un projet de plus grande serre. Oui, absolument. Venez prendre toutes les mesures de ce que tu as en stock et décider de faire une serre pour pas cher avec un paquet de fenêtres de récupération. Ça, c'est un projet faisable? Oui, ça sera faisable. Fait que les gens, ils peuvent acheter en lot. S'ils ont besoin de 10 fenêtres, bien, on leur vend en lot. Et beaucoup moins cher que s'ils l'achetaient uniquement à l'unité. Oui. Donc, c'est très possible de partir avec une vingtaine de fenêtres pour faire une serre. C'est possible. Alors, cette semaine, je vais vous faire découvrir des petits trésors qu'on retrouve à l'éco-chantier. Ce que j'ai là, à côté de moi, c'est un parmi tant d'autres, parce qu'il y en a tellement. Mais ici, j'ai une serre-tiseuse. Une serre-tiseuse comme celle-là, bien, ça servait à sceller des cannes de conserve. Et je crois que celle-là pouvait être utilisée pour les cannes de conserve de sirop d'érable. Alors, on mettait la canette ici, on prenait son ajustement et on tournait la poignée et tout le tour devenait scellé. Alors, c'est un objet qui est quand même assez rare, en bonne condition et qui peut être encore réutilisé. Aujourd'hui, on montre la mini-serre qui se fait à partir d'une fenêtre patrimoniale. Pour ce faire, on a eu besoin d'accessoires pour arriver à nos fins. Évidemment, une bonne quantité de vis à bois qu'on recommande longue, mais toujours pas trop large pour faciliter le travail. On a eu absolument besoin d'une longue règle de travail, les longues règles de fer de plus d'1 mètre pour faire de longs traits de scie. On va voir pourquoi on a eu besoin de faire de longs traits de scie plus tard. À la fin, pour finaliser le projet, on a absolument besoin d'avoir des charnières de porte. Là encore, on expliquera pourquoi. Notre meilleur ami, comme dans d'autres meubles comme la jardinière, pour ce projet-là, ça a été la perceuse qui a été utilisée surtout comme étant une visseuse électrique. Et on a très souvent eu à mettre la main sur le ruban à mesurer. Là encore, pour s'assurer de faire de belles mesures, arriver sur une surface qui corresponde à peu près, on va voir pourquoi c'est un petit peu plus grand vers l'arrière, à la surface de notre fenêtre patrimoniale. Je vais prendre un instant pour enlever tous les accessoires qui sont là, puis pour l'instant, enlever de l'équation la fenêtre patrimoniale, qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce qu'on a préparé comme structure pour arriver à monter la mini-serre. Bon, donc ici, on a la base de la mini-serre, donc le premier étage. Pour ce faire, on a eu besoin d'avoir, on en est venu à bout avec 3 2 par 6 qu'on a coupé à peu près à moitié.
un 2 par 6 par 10, un 2 par 6 par 8, grosso modo. Il a fallu refaire des traits de scie pour arriver sur un volume, une largeur qui est à, je dirais, un demi-pouce près, la même largeur que la porte qu'on va aller mettre sur le dessus à la fin du montage. Donc, le premier étage est assez simple. C'est littéralement nos 2 par 6 qui sont installés comme un cadre. Cependant, on va mettre un volume de terre là-dedans pour potentiellement des années à venir. Ça fait quand même beaucoup de pression. De simplement venir visser les coins ici pour faire le cadre, je ne le recommande pas, ça ne sera pas assez résistant. Donc, on a mis aussi des petits morceaux de 2 par 6 à l'intérieur qui ont servi à aller solidifier les joints aux 4 coins. Je vais soulever ça. Je vais soulever ça pour qu'on le voit un peu. Donc, vous voyez ici, donc il y a carrément une paire de vis ici, une paire de vis là, puis une paire de vis ici qui vient solidifier les 4 coins. Ça va être encore là. Encore là, la terre, avec... bon, on est au Québec, hein? Donc, les changements de température sont importants. Là. On peut moins 30 plus 30 dans la même année. Donc, ça va nous aider à avoir quelque chose qui va être plus stable plus longtemps. Pourquoi être stable longtemps? Il faut se souvenir, le dessus, c'est la fenêtre patrimoniale. Donc, on ne peut pas se retrouver avec un cadre qui va bouger, qu'on veut être relativement scellé pour créer l'effet de serre une fois que c'est monté. Remarquez que ici, mon 2 par 6 pour venir solidifier le coin est plus petit que le 2 par 6 qui va être l'arrière de ma serre. Pourquoi? Parce qu'on va monter ensemble le deuxième étage et il a fallu s'assurer de monter ça légèrement en angle comme ça. L'objectif, c'est que cette surface-là qui est légèrement en angle, on va aller l'installer sur le terrain, sur un terrain plein sud pour avoir un maximum de lumière du soleil qui va aller frapper la surface des fenêtres. C'est l'objectif de la serre, c'est d'accumuler un maximum de chaleur le jour. Donc, l'angle va donner un coup de main pour ça. C'est ce qui fait que notre deuxième étage est un petit peu plus compliqué à préparer que le premier. On va y aller morceau par morceau. L'arrière, c'est tel quel. C'est un 2 par 6 qui est exactement la même dimension que le premier étage. On s'est assuré ici que notre coin était suffisamment haut pour être capable d'aller bien solidifier le deuxième étage à partir de notre coin de solidification ici, mais plus bas par exemple. Hein. On essaie de ne pas arriver trop égal là, parce que, bon, il faut toujours se souvenir qu'il va y avoir une fenêtre ici qui va être mobile, là. Donc on essaie de dégager ici là, pour ce faire. Donc ça, c'est assez simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre fenêtre ne viendra pas s'appuyer sur ce morceau-là. Elle va commencer sur le rebord dans la pente ici. OK? Donc, on va aller chercher nos deux morceaux en angle qui sont ici. Donc, ces deux morceaux en angle, mais qui sont sur cette surface-là, ici, qui sont tout à fait droits. OK? Donc, on est à plat. On a été chercher un angle qui n'était pas trop prononcé, parce qu'il ne faut quand même pas se retrouver avec un tout petit moignon. Si j'accentue trop, là, on se retrouve avec un tout petit moignon ici, là, un tout petit bout d'à peine 1 pouce de large. On aurait une seule vis pour aller se solidifier ici. À terme, c'est pas très solide. Donc, on s'est assuré d'avoir au moins un 2 pouces restant dans la section plus mince pour être capable d'aller s'accoter ici, puis d'être capable de rentrer 2 vis pour être bien solide à long terme avec les côtés. Ce qu'on a fait pour s'assurer que ça soit pareil, c'est qu'une fois qu'on a fait un morceau qu'on trouvait intéressant au montage, c'est qu'ensuite on s'est assuré de simplement aller en mouler un qui était absolument pareil, avoir deux côtés absolument symétriques. Ça se fait assez bien avec une scie à bois à main. Là. Si on ferait c'est là qu'on a eu besoin, comme on expliquait de la grande règle de métal, pour aller faire ces longs traits de scie-là, bien symétriques. Ça pourrait bien se faire avec un banc, tranquillement, avec une scie à main. On a la chance, à l'atelier de l'éco-chantier, d'avoir un banc de scie, ce qui a beaucoup facilité les choses. Ça va beaucoup mieux là, sur une surface plane, sur un banc, de simplement pousser les objets, d'aller chercher ça. Ça a encore été plus utile pour le dernier morceau qu'on va regarder ensemble, qui a une particularité. Donc,
on va venir installer notre casse-tête comme ça. On commence à voir que c'est un cadre avec un angle vers un des côtés larges. Et là, j'ai mon dernier morceau qui est le petit... Là encore, même principe ici. Si j'avais produit un angle trop prononcé ici, j'aurais eu un tout petit morceau là. Et là, imaginez, on aurait mis une petite languette ici. Oups, je suis à l'envers. Une petite languette super mince. Là, vu qu'on a conservé un bon 2 pouces et quelques, on va avoir quand même quelque chose d'assez large. Là, il est arrivé quelque chose qui arrive parfois avec les 2x4 du commerce, c'est que ce madrier-là n'était pas parfaitement droit. Donc, on va devoir aller compenser comme ça, visser, avoir l'air de quelqu'un pour visser ce côté-là, puis ensuite s'assurer d'avoir une tension, aller visser ça. Il va y avoir un petit jour qui va être plus prononcé dans cette zone-là que dans les zones ici, là où va se rejoindre les morceaux ici. Une bonne question, tantôt que j'ai eu des membres de l'équipe, c'est à savoir, est-ce qu'une fois que ça va être monté, est-ce qu'on a besoin d'aller sceller le petit jour qu'il y a entre les deux par 6 ici, là et là et là? J'en ai déjà monté une qui a duré très très longtemps dans une maison où j'habitais et on n'a jamais eu ce problème-là. On n'a jamais eu de terre qui, moindrement que c'était un petit peu serré, là, de terre, c'était quand même un bon volume, une bonne masse de terre et qui va être installée dedans, un bon, je vous dirais un bon quasiment 8 pouces d'épais. C'est un bloc de terre qui va pas se diluer par les petits jours sur le côté du bois. Il n'y a pas de problème pour ça. Quand on va le monter, ça c'est intéressant. La méthode la plus simple pour le monter, c'est de le déposer à l'endroit où on veut, sur le terrain. Toujours penser à être plein sud là, vers le côté qui nous donne l'angle sur la fenêtre. On le dépose. Ensuite, avec une pelle à jardin, une grosse pelle, on coupe son gazon autour, on le déplace, on enlève la première couche de gazon et on vient redéposer au même endroit le cadre. Et ensuite, on remplit de terre. Donc, on évite d'avoir un paquet potentiellement de mauvaises herbes déjà installées à l'intérieur. C'est intéressant. La mini-serre est intéressante pour se lancer dans un projet comme de prolonger, par exemple, des bébés épinards qu'on pourrait plus semer, disons, fin septembre, puis voir si on est capable de prolonger notre saison grâce à la mini-serre. C'est l'intérêt de la mini-serre. Mais il y a aussi un intérêt, vu qu'elle est généralement fermée. Quand il fait très chaud en été, il y a des gens qui l'ouvrent un peu quand même. Hein? C'est pour ça qu'on va mettre les charnières. On peut mettre un petit système ici où on vient à côté, un petit bâton, puis on l'ouvre pour laisser de l'aération. Et la nuit, on ferme pour garder un maximum de chaleur. Et donc, vu que l'ensemble est généralement assez fermé, on a moins de problèmes de mauvaises herbes aussi qui viennent s'installer, à même, par exemple, nos bébés épinards. Donc, c'est un des intérêts de la mini-serre aussi à travailler. Donc, pour arriver à ça, c'est intéressant de prendre le temps qu'il faut à l'installation pour aller enlever tout ce qu'il y a de gazon, de mauvaises herbes. Vous savez, la première couche, là, les gens disent que c'est une couche de tourbe. C'est intéressant de l'enlever à l'installation. Alors, on peut voir ici ce qu'on va faire. On va demander encore un petit coup de main à Anne-Christine, pas parce que c'est pesant cette fois-ci, juste parce qu'on va finaliser le montage un peu comme si on avait un montage de blocs Lego. On va aller installer ensemble la fenêtre. On ne veut quand même pas la malmener, c'est mieux de faire ça à deux. Vous allez voir, on va venir l'installer juste sur la pente. Il ne faut pas qu'on soit sur... Oui, c'est ça. Comme ça ici. Voilà. Donc, la fenêtre est installée vraiment sur la surface qui est en pente. On va relever un tout petit peu. Je vais préciser quelque chose par rapport au morceau de devant. Donc, non seulement notre morceau de devant, ici, sur cette surface-là, ici, a la même hauteur que la fin de mon petit morceau ici, cette surface-là, mais on a aussi, et ça c'était beaucoup facilité par le fait qu'on avait accès à un banc de scie, mais c'est faisable avec une scie à main. Donc on a scié
avec un petit léger angle aussi, comme ça. Parce qu'on savait qu'on allait déposer notre fenêtre carrément sur la surface en angle, comme ça. Donc, pour aller épouser quelque chose de plus... Oups, comme ça, on l'avait bien tantôt. Ah, parfait, comme ça. Donc, on voit ici que la fenêtre suit vraiment l'angle, puis que la dimension de la section en angle est exactement la dimension de la fenêtre. Pourquoi on fait ça? On va aller, une fois qu'on va avoir vissé nos 4 2x6 qui ont été travaillés pour provoquer cette pente-là, on va aller installer sur ces surfaces-là une espèce de caoutchouc très, très collant, là, qui permet un peu de mieux sceller. On va en prendre un qui est pas mal épais, parce que ça va aussi ça va faire que la fenêtre va être légèrement surélevée, et ce qui va nous permettre d'aller installer ici les charnières. Là, vu qu'on n'a pas soulevé la fenêtre avec le petit revêtement de caoutchouc là, sur les bords, on va voir ici, la charnière dépasse, donc c'est pas fonctionnel. Avec une bonne épaisseur, ça va soulever, donc la charnière va aller se mettre au bon endroit là. Et ça va permettre, comme avait souligné, Anne-Christine avait tout de suite vu en arrivant, si on ne fait pas ça aussi, ça fait que l'arête de ma fenêtre puis de mon coin serait trop collé. Donc, quand on ouvre, ça serait dysfonctionnel. Là. Ça prend un peu d'espace pour qu'il y ait un mouvement quand on puisse l'ouvrir. Donc, ça va être très important de faire le tour avec du caoutchouc assez large et d'ensuite aller installer ici et à l'autre extrémité les 2 charnières, ce qui va nous permettre parfois d'ouvrir la fenêtre, parfois simplement parce qu'il fait 28 degrés et on veut aérer ce qu'on a mis à l'intérieur, que ce soit de la ciboulette ou que ce soit des bébés épinards, peu importe, et qui va surtout nous permettre de temps en temps, quand on veut récolter, d'ouvrir la fenêtre vraiment puis d'avoir de l'espace pour aller récolter ce qu'on aura cultivé à l'intérieur. Alors, on a assemblé le tout sans rien visser. Ça peut être une bonne chose parce que comme ça, visuellement, on a vu que les choses tombent au bon endroit. Si c'est vissé, puis on remarque que je ne sais pas qu'on a fait un mauvais trait-ci, bien, une fois vissé, c'est un peu compliqué à refaire. Donc, on a fait ce petit montage-là un peu comme en bloc Lego. Avec l'aide d'Anne-Christine, je vais déplacer la fenêtre, puis on va prendre un temps pour commencer à carrément aller monter, visser le 2e étage du cadre de notre mini-serre. Donc, on vient de monter le 2e étage qui est légèrement en angle. Le résultat est satisfaisant. On est un petit peu... On se souvient ici que ce madrier-là était suffisamment croche qu'il a fallu le visser en compensant. J'ai carrément vissé ce coin-là. J'ai mis beaucoup de poids sur ce côté-là pour arriver à peu près à plat ici, là, au joint entre les 2 morceaux. C'est vraiment notre petit coin le moins intéressant là, par rapport aux 4. On va le sabler un petit peu pour compenser. Donc, au toucher, on le sent que c'est mieux. Faut se souvenir qu'il va y avoir une tolérance quand même, hein, parce qu'on a une bonne épaisseur de caoutchouc à venir coller ici. Donc, si on n'est pas absolument parfait, ça va être compensé par l'épaisseur puis le poids de la fenêtre sur le dessus. Je vais redemander à Anne-Christine, pour la forme, on va redéposer notre fenêtre patrimoniale sur les dessus pour voir si effectivement tout semble vouloir... Ben oui, tout semble vouloir... On joue jamais avec les angles parfaitement droits avec le patrimonial, mais regardez, si je passe mon doigt ici, c'est quand même pas si mal. J'ai un petit dénivellement, là. Je suis avancé d'un 1/8 de pouce ici. Ici, je suis à plat. Mais visuellement, on s'entend, c'est à l'extérieur, c'est dans un jardin. C'est pas grave si on n'est pas au 36e de pouce, exactement au bon endroit. Il va nous rester, comme on disait, à mettre le rebord avant d'installer
nos charnières, bien important. Si je vais installer les charnières maintenant, je vais vraiment avoir des problématiques. Quand je vais mettre le caoutchouc ici, la zone ici va venir se coincer, ça va mal fermer. Les charnières en partant dépassent un peu parce qu'ils n'ont pas la compensation du caoutchouc. Il faut vraiment y aller dans l'ordre. On va mettre notre caoutchouc puis ensuite aller aligner nos charnières correctement au dossier du cadre qui dépasse pour permettre d'aller visser solidement les charnières. Le bois, là encore, il y a des gens qui vont le peinturer, qui vont aimer avoir des bacs à fleurs, tout ça avec une certaine couleur. Donc, c'est une question d'esthétique. Moi, personnellement, j'en ai fait que j'ai laissé sur le bois comme ça. J'ai sablé un peu. J'ai laissé sur le bois. Le bois grisonne. Là encore, c'est une question d'esthétique. En Europe, du bois comme ça, de charpente, même de revêtement de maison, que les gens laissent grisonner, c'est vu comme quelque chose d'intéressant, d'un peu fashion. C'est moins le cas en Amérique du Nord, c'est vous qui décidez. Mais personnellement, de me retrouver avec une série de bacs à jardin et de mini-serres comme ça sur un terrain, avec un bois dont le grain finirait simplement par vieillir et grisonner, ça devient tout uni. Moi, personnellement, je trouve ça beau à l'extérieur. Mais chacun fait ses choix esthétiques à ce niveau-là. Donc, il nous reste pour finaliser d'aller chercher et installer notre caoutchouc pour le pourtour et les deux charnières. Bonjour, mon nom c'est Jacques Leclerc. Moi, ma passion, c'est la restauration de vieux outils et le travail du bois. Bien, moi, mon amour pour le bois et la restauration d'outils, ça a commencé quand j'ai été dans l'armée au-dessus de 30 ans de temps. Quand j'ai pris ma retraite, j'étais jeune, j'avais 49 ans d'âge. Fait que j'ai déménagé ici dans le coin, je sais que j'étais natif. Puis j'étais trop vieux pour commencer un autre job, fait que j'ai commencé à travailler un peu de bois. Puis ma soeur m'a demandé de faire une petite boîte de Kleenex. J'ai commencé par ça. J'avais des outils, je ne dirais pas la marque, mais ils sont bleus. Puis c'était faible un peu, c'était fait en tôle. Puis, fait que là, un de mes chums qui était dans la restauration de vieux outils me conseillait de me trouver des vieux outils, les restaurer, puis travailler avec ça. C'est des outils qui sont faits en fonte, ça date des années 40, 50, mais comme il disait, c'est pas tuable. Fait que j'ai commencé à acheter une petite scie à ruban de la marque Beaver. Je peux dire la marque parce que ça n'existe plus. Puis je l'ai restauré. J'ai changé les roulements à billes dedans, puis les guides pour la lame. Puis j'ai commencé à travailler avec ça. Puis j'ai continué à faire beaucoup d'outils de main. Moi, j'appartiens à plusieurs forums, soit francophones ou anglophones. Puis on se partage des outils. Il y en a plusieurs. Dans ces forums-là, il y a des groupes de discussion sur les vieux outils. Des outils antiques, des outils vintage. Fait qu'on parle là-dessus. Des fois, j'ai besoin des morceaux, moi, pour réparer un outil. Il y a un gars qui a les morceaux, mais moi, j'ai des morceaux que lui pourrait se servir. Fait qu'on fait des échanges de même. J'ai des outils qui viennent d'aussi loin de Vancouver. J'ai des outils qui viennent de Montréal, comme des fois, c'est mes garçons qui me descendent. Des fois, il y a un truc qui s'appelle Potter Walker. Un gars va chercher un outil, il le garde pour toi jusqu'à est-ce que quelqu'un va aller le chercher chez eux. Des fois, ça peut prendre 3-4 personnes pour avoir l'outil, soit je le rencontre sur le bord de la 20, ou soit si c'est trop gros, ils vont venir me le porter directement ici. Fait que ça fait des années que je fais ça, puis tous mes outils proviennent. Il y en a beaucoup qui viennent du Québec, mais la grosse majorité viennent soit des Maritimes ou de l'Ouest canadien. Moi, j'avais aucune connaissance sur le travail du bois, aucune connaissance sur la restauration des outils. Mais avec Astor YouTube, tu as quasiment tout ce que tu vas avoir sur YouTube. C'est un outil que tu connais pas. Si mes chums, mettons, de forum, ils ne savent pas comment, mais je vais aller sur YouTube, je vais faire des recherches, puis je vais le trouver. Côté monétaire, j'ai aucune idée c'est quoi la valeur des outils. Pour moi, c'est une grosse valeur parce que c'est moi qui les ai réparés.
Il y a du monde qui vient ici et qui dit que ça vaut une fortune. D'après moi, non. Ben moi, c'est mes outils. C'est moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que tu prends un outil qui est fini, qui était bon pour être enterré dans les déchets, puis je le prends, puis je le remets en œuvre, puis je m'en sers. Avec les outils que je répare, j'ai fait des meubles en escousse. Bien, moi, je peux commencer à faire quelque chose, puis je me tanne, mettons, tout le temps les mêmes projets. Fait que je change. Comme j'ai fait des stylos en quantité industrielle, là, j'en fais moins, mais j'en fais pour des compagnies plutôt. Puis aussi, dernièrement, c'est le tour à bois. Moi, c'est ma grosse passion présentement, c'est de tourner du bois. Trouver des bûches, puis quand tu tournes un morceau de bois, tu sais jamais c'est quoi que tu vas avoir comme résultat. Tu peux penser dans ta tête, tu vas avoir un beau bol, mais ça peut finir avec un petit bol, ça peut finir avec un vase. Tout dépend de comment que le bois est formé à l'intérieur de la bûche, mettons. Tout ce qui se tourne, je vais l'essayer. Puis bien des fois, c'est du monde qui m'écrit et me donne des défis. Qu'on fait une coupe à vin avec un anneau captif qu'ils appellent, là. Mais c'est tout fait dans le même. C'est tout fait dans le même morceau de bois, mettons. Ça, c'est des défis que j'aime. Puis là, présentement, ce que je fais, ils appellent ça du stressage. Mais ça prend des outils spéciaux pour ça. Puis c'est une technique spéciale. Puis mon but dans ce projet-là, c'est de faire une assiette. Puis il va y avoir au-dessus de 50 000 petits carrés. Il va falloir que je colore différents. Faire une mosaïque, mettons, puis faire des petits carrés de couleur. Là, je partis là-dessus, c'est mon trip. Fait que les autres affaires, ceux qui veulent avoir des meubles, je leur dis d'attendre un peu. Ben, moi, la récupération, oui, c'est important pour les outils, parce que tout ce que tu vois ici, c'est probablement que ça aurait été dans des déchets. Ça aurait été dans la terre, enfoui quelque part. Fait que moi, ils sont ici, puis ils sont fonctionnels. C'est ma part que je fais. Nous voilà au moment de l'émission où on installe l'objet dans son environnement. Pour la mini-serre, j'ai eu beaucoup de plaisir avec mon garçon. Il nous a fallu 2 à 3 sacs seulement. Donc, encore là, c'était des coûts assez minimes, 5 à 10 $ de terre pour produire la serre. On fait un test. On a planté des bébés épinards dans la serre et dans le jardin, moitié-moitié, chacun un sac. On va pouvoir voir dans les prochaines semaines le résultat dans les 2 environnements. On vous invite à le faire. Personnellement, je trouve que c'est un très bel objet dans le jardin. Si ça n'en tenait qu'à moi, j'en aurais 7-8 facilement à installer avec plaisir. On se revoit la semaine prochaine pour une autre transformation d'objets usagés.